Marie-Pierre de La Gondrie, le premier tour de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste avait lieu hier soir. Olivier Faure est arrivé largement en tête devant Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel et Luc Carvounas. L'affiche du second tour sera donc Faure-Le Foll. Quel est votre premier commentaire sur ce résultat, Marie-Pierre de La Gondrie? D'abord, hier, vous l'avez dit, selon vous, c'était un premier tour. C'était pas exactement ça, c'était un choix de ligne politique. Si, c'est perçu comme un premier tour. Non, mais je le précise quand même, parce que nous allons ensuite avoir une élection de premier secrétaire dans quelques jours, parce que c'est le 29 mars. Je le dis parce que c'est important pour les gens qui vont voter de savoir... 4 textes d'orientation. Voilà, donc 4 lignes. Plusieurs choses qui m'ont vraiment fait plaisir. On a fait campagne dans les sections auprès des militants pendant des semaines. Et c'est vrai que ce parti dont on disait, à juste titre, que c'était un cadavre à la renverse, ou quelque chose comme ça, on a rencontré vraiment beaucoup de monde. Et voilà. Parce que 200 000 téléspectateurs ont vu le débat entre les quatre protagonistes. C'est pas anodin, sachant que, on va pas se raconter d'histoire, une partie de nos militants étaient partis ou avaient voté Macron dès le premier tour, d'autres ont choisi de suivre Benoît Hamon. Bref, donc on serait aux alentours de 35 000 votants, c'est pas rien. Et en plus, il faut savoir, par rapport à d'autres formations politiques que je ne citerai pas, mais même si je les citerai, c'est-à-dire En Marche ou la France Insoumise, c'est que chez nous, pour voter, il faut être réellement membre, c'est-à-dire il faut payer des cotisations. Ça coûte de l'argent. Moi, hier, dans mon arrondissement où j'ai voté, voilà, les gens qui avaient besoin de guillemets de se mettre à jour venaient et payaient. Alors que vous savez que En Marche, c'est un clic, et la France Insoumise, je crois qu'il n'y a rien du tout. Par ailleurs, c'est un vrai exercice démocratique, c'est-à-dire que là aussi, pour comparer notamment avec En Marche et la France Insoumise, mais aussi avec LR, il y a des textes, il y a des personnes qui les soutiennent, etc., etc. Donc tout ça me semble un bon signe d'une, je sais pas, moi, on a beaucoup utilisé Renaissance, enfin peu importe. En tout cas, frémissement, le PS est toujours vivant. Il a été extraordinairement affaibli. Encore une fois, il est hors de question de le cacher. Mais voilà, il y a quand même 30-35 000 personnes. On n'a pas encore les chiffres définitifs parce qu'il y a des grandes vérifications. Tout ça est très bien fait. Moi, j'ai assisté à ça hier de manière centrale. Voilà, c'est quelque chose de bien. Et puis, et j'en ai terminé, excusez-moi, le débat a eu un vrai succès d'audience. Et puis, moi, quand j'ai éteint ma télé, et moi, j'étais assez fière parce que c'était des vrais échanges très courtois, mais avec quand même une densité de contenu. Moi, je l'ai vu dans toutes les réunions que nous avons fait localement, et y compris puisque nous avons clos cette séquence par un débat entre les 4 candidats nominativement à Paris. Tout ça se fait dans une atmosphère que je qualifierais d'assez fraternelle. Tout ça est plutôt bien. Bon, après, tout le travail est sur nous. Sur le résultat en lui-même, Marie-Pierre de La Gondrie, puisque vous le disiez, il s'agissait de choisir entre 4 lignes. Ouais. Est-ce que vous êtes surpris des résultats d'hier? Est-ce qu'ils reflètent ce que sont les lignes au PS? Je crois que c'est une vraie réflexion à mener. Je pense qu'il reflète... oui, les résultats ne m'ont pas totalement surpris au fil de la campagne. Cela étant... Vous attendiez une telle avance pour Olivier Faure? Si vous voulez, bon, après, il y a des histoires de mobilisation, etc. Olivier Faure, c'est... vous pouvez tourner la page, mais pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tourner la page, mais un peu tranquillement. Bon. C'est ce que veulent les militants, visiblement. Je pense qu'il rassure. C'est comme ça que je le comprends. J'ai l'impression que c'est un choix un peu pour être rassuré face à quelqu'un qui a affirmé et montré qu'il pouvait rassembler des soutiens très, très différents. C'est une génération nouvelle. Voilà, donc entre Stéphane Le Foll qui lui revendiquait totalement, je fais très simple, hein, mais il est très tôt, qui revendiquait totalement le bilan de François Hollande, Olivier Faure était plus nuancé, ça ne le contestait pas frontalement, mais osait critiquer. Voilà. Luc Carvounas disait vouloir tourner la page. Et alors, comment vous analysez son résultat? Vous le souteniez? Je pense que, vous savez, quand on fait un vote comme ça en interne, il faut à la fois avoir des relais locaux, il faut pouvoir avoir une position qui, encore une fois, est guillemets, simple à identifier.
Et je pense que les autres candidats avaient une ligne politique qui était peut-être plus simple à identifier. Elle était trop ambiguë, celle de Luc Carvounas. Est-ce qu'il y a eu aussi trop de revirements de sa part? Non, mais alors, moi, je le connais depuis quelques années. Pour moi, il n'y avait pas de revirement, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'il a soutenu Manuel Valls, puis un jour, il a cessé de le soutenir. Il n'était plus d'accord. Bon. Mais attention, cette compétition, parce que c'était pas un combat, cette compétition opposait des personnes qui ne sont pas des personnalités politiques de premier plan. Stéphane Le Foll était un peu connu, mais donc il y a eu une découverte. François Hollande quand même, pendant 5 ans. Oui, mais moi je les connaissais, si vous voulez, je les connaissais tous très bien. Mais c'est pas de ça dont je parle. C'est-à-dire que chacun n'avait pas rencontré, comme chacun connaissait Laurent Fabius, Lionel Jospin, Martine Aubry. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc chacun a découvert un peu les candidats. C'était l'intérêt d'ailleurs du débat. Et donc les positionnements politiques que moi je connais de Luc Carvounas qui ont une vraie cohérence, certains se sont dit mais oui, on comprend pas forcément. Peu importe. Je crois que Olivier était finalement une candidature qui était plus confortable, entre guillemets. Mais voilà, le chemin est devant lui, y compris celui du rassemblement, y compris pour ce que les journalistes ont appelé, pas totalement à tort, une sorte de deuxième tour, c'est-à-dire qui va être élu premier secrétaire, puisque seuls les deux premiers signataires des deux premiers textes, donc Olivier Faure. Est-ce qu'il faut un deuxième tour? Est-ce qu'il faut un deuxième tour selon vous, Marie-Pierre de La Gontrie? Stéphane Le Foll, Olivier Faure, ce sont quand même deux lignes similaires. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'ils cherchent une majorité dès maintenant? Quel est votre avis? D'abord, c'est des lignes assez proches, pas totalement similaires. Cela étant, la question est plutôt de savoir quels vont être effectivement le score d'Olivier Faure de son texte tangente la majorité absolue. Voilà. On n'a pas exactement les chiffres. Donc, quel est le sens d'un deuxième tour, sachant que Stéphane Le Foll n'est pas proche des positionnements politiques des autres candidats qui ne peuvent pas se présenter. Donc, il me semble que c'est à Olivier de faire des signes montrant qu'il est capable de rassembler tout le monde, parce que un appareil politique, une formation politique, c'est pas simplement j'ai 50% des voix, je vous adresse plus la parole. Évidemment, tout ça, et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il a dit, et ce n'est pas ce dont le Parti socialiste a besoin. Donc, il doit être capable de rassembler tout le monde, y compris ceux qui ont fait des scores beaucoup moins importants, comme Emmanuel Morel ou Luc Carvounas. Parce que ce qu'on veut tous, au fond, moi j'ai trouvé ça très encourageant. Je suis très attaché au Parti socialiste, je pense que vous l'avez compris. C'est que on a beaucoup dit que ce parti s'était terminé, etc. On a quand même vu 4 responsables politiques de qualité s'engager pendant des semaines et des semaines. Voilà, donc il y a un vrai investissement politique pour ce qui était prétendu comme n'ayant aucun intérêt. Donc, moi, je pense, voilà, c'est sur Olivier, me semble-t-il, que pèse cette responsabilité. Un dernier mot sur la ligne politique. Olivier Faure, Stéphane Le Foll défendent tous les deux une opposition constructive à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez le désir des militants? On n'est pas dans une franche opposition, on discute quand même? Alors, c'est intéressant parce que je pense que ce sera la responsabilité d'Olivier Faure. Je pense que les militants sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nettement. Pour autant, et c'est ce qu'a sans doute bien expliqué Olivier Faure dans sa campagne, je ne sais pas, ils essayent d'identifier les points sur lesquels il faut proposer, et ils sont en plus pour que on regarde un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors que Stéphane Le Foll était beaucoup moins dans le regard antérieur. Pas pour ça n'a d'intérêt que pour construire. Il y a quand même 25% des militants qui ont voté pour tourner la page de manière assez radicale, parce que ce soit Emmanuel Morel ou Luc Carvounas. Bon. Donc ça existe aussi. Et c'est ça la responsabilité d'Olivier Faure, c'est d'entendre cela. Quelle place aura cette ligne dans le parti, cette ligne à la gauche du PS? Écoutez, ce sera... Comprenez bien, c'est pas des éléments de langage de dire que c'est la responsabilité d'Olivier Faure. Mais si, on est dans un moment extrêmement grave. C'est-à-dire que le Parti socialiste aurait pu disparaître. Il semble, c'est tant mieux, je fais partie des gens qui l'ont pensé, qui en étaient convaincus, qu'il n'ait pas vocation à disparaître. Pour autant, il faut que les idées soient portées, qu'elles soient réétablies, c'est-à-dire la réflexion, etc., etc. On a bien compris. Donc, y compris... ces options de gauche, c'est des options sur lesquelles, d'ailleurs, Olivier Faure avait pu, selon les périodes, s'orienter. Certains lui reprochent de ne pas être toujours très clair. Donc, il va falloir qu'il conduise un petit peu tout cela. Le travail n'est pas forcément simple. Mais j'ai envie de rester ensemble. C'est très intéressant. Dernière question sur ce sujet. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas les avait qualifiés de frères jumeaux du hollandisme. Est-ce que le résultat d'hier, c'est aussi la victoire de François Hollande ?
Non, je ne crois pas parce que frères jumeaux du hollandisme, parce que aucun des deux ne revendiquait de guillemets tourner la page. Alors c'était soit une habileté, mais clairement ils étaient quand même dans une part de continuité. Et d'ailleurs, Olivier Faure présidait un groupe qui n'a pas, de manière globale, voté contre la confiance au gouvernement. C'était il y a plusieurs mois. Depuis, les esprits ont évolué et jugent Macron différemment, y compris chez les militants socialistes. Il s'en est expliqué sur le fait qu'il y avait différentes positions à l'intérieur du groupe et qu'il a trouvé donc, victoire de François Hollande, je ne pense pas, parce que j'ai tendance à... Enfin, j'imagine, même s'il a été discret. Moi, j'ai noté qu'il était venu voter. Et je pense que c'est bien, parce que je suis assez, en colère contre certains hauts responsables socialistes qui ont cru nécessaire de faire savoir qu'ils ne viendraient même pas voter, qu'ils n'avaient pas regardé le débat. Marie-Pierre de la Gontrie, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF se sont réunis hier. Ils ont décidé d'une grève à partir du 3 avril, 2 jours sur 5. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que surtout les syndicats ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus les moyens de faire une grève d'une aussi grande ampleur que celle de 1995 ? Alors, d'abord, je ne vous étonnerai pas en vous disant que je n'ai pas à avoir d'avis sur un mode de mobilisation. Ce que je vois, ce que je comprends, c'est que c'est aussi pour permettre, sur la durée, c'est comment faire une grève sur la durée, sans que, d'une part, les usagers soient en permanence sanctionnés, mais aussi que le gouvernement puisse intervenir régulièrement dans les négociations. Parce que c'est quelque chose qui s'adapte au fait que le gouvernement n'engage aucune discussion. Moi, je le vois comme élu, y compris comme sénatrice. Le gouvernement utilise le mot concertation, c'est une blague. Donc, par ailleurs, il y a juste quelque chose qu'on ne dit jamais, si je peux me permettre. C'est que quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Et donc, il faut quand même aussi que les cheminots puissent avoir des modalités d'action qui leur permettent d'avoir un revenu. Oriane Mancini. Oui, une dernière question d'actualité, Marie-Pierre de la Gontrie. Hier, Marine Le Pen a appelé à voter pour un candidat, les Républicains, à la législative partielle de Mayotte. C'est une démarche inédite de la part de la présidente du Front National. Est-ce que c'est ça, le nouveau Front National? Est-ce que ça vous inquiète? Ça me paraît un signe très grave parce que ça se conjugue avec l'appel de Mariani, Thierry Mariani, pardon, excusez-moi, c'était le prénom, j'avais un doute. Thierry Mariani qui, dans le JDD, je crois, appelait clairement à ce qu'il y ait des discussions entre LR, puisqu'il est LR, et le JDD, dans le JDD et le FN. Je vois que vous êtes pressé, du coup, j'en avale mes mots. Donc voilà, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que ce rapprochement, alors c'est un problème pour LR. Est-ce que le Front National va accepter cette façon? Parce que c'est dès le premier tour. C'est très inédit. Je n'ai pas comme ça en mémoire toute la carte électorale. Mais déjà au deuxième tour, en général, ça ne se faisait pas vraiment. Mais dès le premier tour, c'est assez rare. Marie-Pierre de la Gontrie, un petit mot sur Bertrand Cantat. Est-ce qu'il a payé sa dette à la société selon vous? Faut-il encore l'exclure des scènes où il pourrait se produire en France? Il y a une polémique aujourd'hui là-dessus. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on dit peu. Moi, je suis avocate de formation. Bon, je suis pour qu'on a payé sa dette. Mais là, il y a une image qui percute. C'est-à-dire que cet artiste demande, entre guillemets, il va être applaudi. Donc, il y a une obscénité d'image, me semble-t-il, qui fait que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va sur scène, et puis on se produit, on a payé sa dette, guillemets. C'est-à-dire donc, vous penchez plutôt du côté de Madeleine Schiappa que de Françoise Nyssen, qui s'exprimait hier en disant qu'il avait le droit, au fond, de se produire. Non, pas du tout. Qu'il ait le droit de se produire peut-être, sauf que je comprends très bien que ça heurte, c'est obscène de réclamer des applaudissements et je pense qu'il devrait cesser de se produire.